Il est 12h33 à Abidjan, début de ce journal. Le mondial oblige. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 28 juin. À la une, le Conseil des ministres. Hier, à Yamsokro, inondation, adduction en eau potable, effondrement d'un immeuble à Yamsokro, des sanctions et de grandes décisions dans ce 13h. À suivre, la SICOGI qui va livrer entre 1000 et 3000 logements à compter de 2019. Le sujet était au centre du Philose au plateau. Le Philose, c'est le Forum international des logements sociaux, économiques et de standing. Et puis, Mondial 2018, Sénégal-Colombie, c'est tout à l'heure à 14h30 GMT. L'enjeu, c'est toute l'Afrique derrière le Sénégal qui doit décrocher au moins un point pour espérer sauver l'honneur du continent africain. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Il y a eu hier un conseil des ministres à Yamsokro. Après la réunion, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan. C'est précisément hier à 16h20 que le chef de l'État a quitté Yamsokro, donc pour Abidjan, après le conseil. Conseil des ministres qui a planché sur plusieurs dossiers. Après analyse, le Conseil a pris de grandes décisions. La synthèse avec Awa Touré. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ce mercredi 27 juin à Yamsokro, le Conseil des ministres, le dernier de ce mois, a fait le point sur la mise en œuvre des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité. Un conseil extraordinaire qui s'est tenu le 21 juin suite aux graves inondations des 18 et 19 juin qui ont touché le district d'Abidjan et des localités de l'intérieur du pays. À ce jour, l'assistance sanitaire et financière aux victimes, la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des domiciles sinistrés, l'assistance en tout genre est effective sur le terrain. De même que le curage des ouvrages de drainage, le déguerpissement des personnes vivant encore dans des zones à risque, la destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement. Tout cela se poursuit avec la plus grande fermeté, chacun le comprend, à la hauteur de la gravité de cette catastrophe. Pour mieux maîtriser le développement urbain et éviter la prolifération des quartiers précaires, le Conseil a décidé de la création d'une zone d'aménagement différée selon le schéma directeur d'Abidjan. Le périmètre couvert par la zone d'aménagement différé comprend des périmètres des communes et sous-préfectures de Grand Bassam, de Bonois, de Bingerville, d'Anyama, d'Azaguié, d'Alépé, de Luapo, de Brofodoumé, de Songon, de Dabou et de Jacquesville. Cette mesure contribuera à mieux maîtriser le développement urbain de la ville d'Abidjan en mettant un terme à l'occupation anarchique des espaces urbains et à la prolifération de lotissements de type villageois non équipés qui conduisent à la dégradation de l'environnement urbain, à la prolifération de quartiers précaires sous-équipés ainsi qu'à la multiplication des poches d'insécurité. Le gouvernement entend par ailleurs assurer à long terme l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bouaké et des localités des régions du Nord et du Centre-Nord. En vue d'assurer un service de qualité et surtout d'assurer à long terme l'approvisionnement en eau potable des populations de Bouaké, le Conseil des ministres a décidé de la réalisation d'une conduite de transfert d'eau brute du lac de Kossou jusqu'à la station de traitement d'eau de la Loca située à Bouaké. Ce projet est estimé à une quarantaine de milliards de francs CFA. Le Conseil a adopté également un programme d'urgence pour 14 localités des régions du Nord et du Centre-Nord, potentiellement en difficulté à court ou à moyen terme. Pour ces 14 localités, ce programme d'urgence aura un coût estimé à ce jour à 10,8 milliards de francs CFA. Ce programme comprend notamment la réhabilitation des retenues d'eau de certaines localités, la réhabilitation des unités de traitement
et l'installation d'unités compactes de traitement sur de nouvelles retenues d'eau identifiées. À moyen terme, le gouvernement prévoit, en plus de la libération et de la restitution des champs captants, la réalisation d'une étude générale de sécurisation de la desserte en eau des grandes villes de notre pays. Et puis cette décision qui va améliorer la vie des populations dans l'espace CEDEAO, la mise en œuvre du règlement relatif au free roaming dans la sous-région ouest africaine. Ce règlement a été adopté par le Conseil des ministres de la CEDEAO en décembre 2017 avec l'objectif de permettre aux usagers des services de communication mobile en déplacement dans l'espace communautaire d'utiliser leur numéro d'origine et de bénéficier des services dans la zone visitée sans discrimination tarifaire. Ces règlements prescrits notamment la gratuité de la réception de SMS, la gratuité de la réception et de l'écoute de messages vocaux en itinérance communautaire, ainsi que la gratuité de la réception d'appels en itinérance sur une période de 30 jours consécutifs de séjour hors du pays d'origine. Autre décision de ce Conseil des ministres, la prorogation du mandat de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, en attendant la désignation des nouveaux membres. Autre sujet important abordé par le Conseil, c'est l'effondrement d'un immeuble à Yamoussoukro qui a fait des morts. Décision du Conseil, le maître d'ouvrage placé sous mandat de dépôt, la propriétaire recherchée, le concepteur du plan convoqué à la justice le 6 juillet prochain. Nous vous proposons d'écouter le porte-parole du gouvernement. L'enquête ouverte a révélé que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas de permis de construire. Et plus grave, est passé outre les mesures d'arrêt des travaux ordonnées par la mairie et par le ministère de la Construction. À ce jour, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, maître d'ouvrage et qui a suivi les travaux jusqu'au 3e étage, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. Madame Amin Cho Rosalie, épouse de Yoboué, propriétaire de l'immeuble, est en fuite. Elle est recherchée. Elle continue d'être recherchée. Le concepteur du plan du bâtiment, M. Seka Atse-Camille, député, est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction. Il était absent au moment des faits. Le président de la République a ici donné des instructions fermes à tous les ministères concernés, en particulier celui en charge de la construction, celui de l'Intérieur, celui de la Justice, afin que la loi soit intégralement appliquée et que toutes les personnes jugées fautives soient effectivement sanctionnées. Dans l'actualité, également hier mercredi, la séance plénière du Sénat, juste une demi-heure de séance. La raison, l'ordre du jour qui devra porter sur la mise en place des différentes instances de cette institution a été reporté. Mais pourquoi? Suivons le reportage de Mahama Traoré pour mieux comprendre. La mise en place du bureau et des différentes commissions du Sénat devra attendre le temps pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la proposition de règlement du Sénat adoptée mardi par les 66 sénateurs. Voilà qui explique le report de la séance plénière de ce mercredi. Nous avons décidé de suspendre notre séance en attendant l'avis du Conseil constitutionnel. C'est un avis technique. Il est important pour le Sénat de commencer à respecter la loi qu'il s'est lui-même donnée, parce que nous avons voté hier, respectant le contenu de la loi. En attendant la constitution des instances, la deuxième chambre du Parlement est au travail. Sur sa table, le gouvernement a déposé une vingtaine de projets de loi à examiner. Nous avions des commissions ad hoc qui sont là. On va travailler d'une manière informelle. Rien ne nous empêche de les examiner. Maintenant, c'est pour les adoptions. Là, on a besoin des commissions. La proposition de règlement du Sénat sera transmise ce jeudi au Conseil constitutionnel. Son verdict est attendu dans un délai de 15 jours. Mais avant, Jeannot Kouadio-Aoussou invite les sénateurs à s'approprier ce texte afin de mieux maîtriser le fonctionnement de leur institution.
Deuxième titre de ce journal, la SICOGI va livrer entre 1000 et 3000 logements à compter de 2019. Le sujet était au centre du Philose au plateau hier. Le Philose, c'est le Forum international des logements sociaux, économiques et de standing. En fait, les acteurs du secteur pour couvrir les besoins en logement ont fait l'état des lieux du programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Francis Boifo. Désiré Nyokouri habite la commune de Yopougon. Nous l'avons rencontré au plateau au deuxième jour du Forum international des logements sociaux, économiques et standing Philose. Technicien en bâtiment, Désiré sillonne les stands. Il se dit préoccupé. Ma préoccupation est qu'il y a longtemps, le gouvernement a lancé le projet des maisons sociaux. Beaucoup d'Ivoiriens ont souscrit, beaucoup n'ont pas encore eu leur maison. C'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes ici et là lors du lancement du programme et en cours du programme. C'est tout simplement dû au fait qu'à un moment donné, il fallait trouver une solution concernant les VRD primaires. Ces VRD primaires sont en train d'être réalisés par l'État. Les premiers qui vont avoir accès au logement seront satisfaits. Les acteurs annoncent une augmentation du nombre de maisons à livrer à compter de cette année avec une forte implication de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI. À la fin de 2018, la SICOGI pourra livrer 200 logements. Nous avons des partenariats que nous avons noués avec d'autres constructeurs et d'autres promoteurs. Et nous pensons, à partir de 2019, livrer chaque année entre 1000 et 3000 logements. Les coûts de ces maisons varient entre 5 et 20 millions de francs CFA, selon Bouaké Fofana. Au niveau du secteur privé, les acteurs de l'immobilier font des propositions pour produire les logements en masse, de qualité et à moindre coût. Arrêter la surenchère qu'il y a sur le foncier. La banque doit accepter de prêter de l'argent, mais à un moindre coût. Aller vers des technologies innovantes de construction, faire des panneaux. Ce sont des panneaux qui peuvent être fabriqués sur place. Alors c'est antisismique, ça lutte contre le feu et c'est isothermique. Et ça permet d'avoir une construction très rapide. C'est-à-dire qu'en 21 jours, vous êtes capable de monter une maison. Le gouvernement veut livrer 150 000 logements en 2020, dont 10 000 à la fin de cette année. Le déficit annuel est estimé à 60 000 logements. Et pendant ce temps, les entreprises françaises veulent renforcer leur place en Côte d'Ivoire. 50 chefs d'entreprises françaises membres du MEDEF international étaient donc à Abidjan. Mission consacrée au renforcement des liens commerciaux et à la recherche de nouvelles opportunités d'affaires. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo. C'est d'abord le ministre Souleymane Diarra Souba qui a reçu la délégation du mouvement des entreprises de France. Il leur a présenté les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le plan national de développement. Notre pays regorge d'importantes réserves d'or, de diamants, de manganèse, de bauxite, de fer, de nickel, de palladium et de scandium pour lesquels le gouvernement a décidé d'accroître significativement la production. La délégation du MEDEF international a pu à cet effet s'imprégner des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire à la faveur d'un déjeuner d'affaires avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Nous nous réjouissons de la tenue de cette rencontre qui représente pour le secteur privé ivoirien une opportunité propice au développement de nos activités et le renforcement de la coopération ainsi que les relations commerciales entre nos entreprises et aussi entre la France et la Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires français ont achevé leur visite par une conférence de presse au cours de laquelle le chef de la délégation, Bruno Mettling, a plaidé pour une révision des mécanismes de coopération entre les secteurs privés des deux pays. Ce qui caractérise la présence française, sans doute, par rapport à d'autres entreprises présentes dans le pays, c'est cette volonté de s'inscrire durablement dans des logiques nouvelles et créatrices de valeur à travers des partenariats, à travers des filiales de plein exercice, qui sont de plus en plus souvent pilotés par des collaborateurs, par des dirigeants issus de Côte d'Ivoire. C'est une évolution profonde. La France est aujourd'hui le deuxième partenaire de la Côte d'Ivoire après la Chine. En 2016, les exportations françaises en direction de la Côte d'Ivoire étaient estimées à plus de 721 milliards de francs CFA. Les importations françaises depuis la Côte d'Ivoire, elles, se sont établies à 524,7 milliards de francs CFA, soit plus de 5% des exportations de la Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité ce jeudi, Abidjan abrite la 18e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. C'est l'agence même qui organise l'événement en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances. En marge de cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la bonne gestion des risques politiques et commerciaux dans les pays africains, il s'est tenu hier une table ronde sur l'investissement en Afrique. L'ACA peut couvrir jusqu'à 7 milliards 500 millions de francs CFA de risques, nous dit Francis Boifo. De 2,2% en 2016, la croissance du produit intérieur brut PIB de l'Afrique devrait atteindre 4,1% en 2018 et 2019, selon la Banque africaine de développement BAD, à travers l'accélération des investissements, ce qui suppose la réduction des risques qui empêchent les opérateurs économiques d'investir massivement sur le continent. Le climat de l'investissement dans beaucoup de pays africains n'est pas encore à un niveau suffisamment élevé. Les garanties offertes par les États, la stabilité du régime, la stabilité des contrats, dans certains pays ne sont pas aussi grands que dans d'autres. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, œuvre depuis sa création en 2001 à la réduction des risques politiques et commerciaux liés à l'investissement en offrant des garanties. Pour un crédit de 1 million, par exemple, les francs CFA, nous garantissons la banque à hauteur de 85%. Et nous couvrons l'investissement de l'investisseur contre les risques. Il y a des risques souverains et il y a des risques politiques purs. Pour les risques souverains, nous pouvons garantir jusqu'à 100%. Mais pour les risques politiques purs, nous pouvons aller jusqu'à 90%. L'ACA peut couvrir jusqu'à 7 milliards 500 millions de francs CFA de risques selon ses responsables. L'agence va ouvrir dans un mois ses bureaux en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que jusqu'à présent, si vous prenez des pays comme l'Éthiopie, tous ces pays d'Afrique australe, d'Afrique occidentale, le tissu économique s'est développé avec la contribution de l'ACA. Donc la présence de l'ACA ici va permettre un peu de dynamiser le tissu économique en matière de couverture d'assurance pour les projets d'investissement. Cette table ronde organisée à Abidjan permettra aux opérateurs économiques, responsables de banques et aux dirigeants de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique de créer les conditions pour booster l'investissement en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Économie et des Finances encourage l'initiative. Voilà, c'était la table ronde en prélude à la 18e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique qui s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Au centre des échanges, l'extension de l'ACA à 10 autres pays africains pour porter le nombre des membres à 24 et l'augmentation du volume des investissements en Afrique à travers la couverture des risques. Nous y reviendrons avec notre reporter Francis Boifo à 20h. Mais en attendant, un mot d'environnement avec la Journée africaine des forêts et de l'agriculture. Le réseau des experts africains pour les forêts, l'agriculture et le changement climatique veut porter aussi sa contribution aux gouvernants dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Ce réseau vient d'initier des journées africaines des forêts autour du thème « Énergie nouvelle et emploi vert ». Reportage Grace Kando. Les journées africaines des forêts, de l'agroécologie, de l'eau, de l'énergie et du changement climatique, initiées par le réseau des experts africains pour les forêts, l'agriculture et le changement climatique REFAC, sont un cadre d'échange, d'expériences, d'accompagnement technique et de formation. Ces journées sont aussi l'occasion de créer une émulation au sein de toutes les couches sociales et recenser les difficultés d'accès des collectivités au financement climatique. Les changements climatiques aujourd'hui ne sont un secret pour personne. Et au niveau international, ça fait environ 25 ans que nous négocions pour trouver des solutions pour nos parents. Et au niveau du réseau des experts, nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre cette expertise africaine au service de l'Afrique. Ce que nous proposons, c'est d'abord faire un catalogue de toutes les bonnes pratiques au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Burkina, prendre les meilleurs et les vulgariser. Et il y a beaucoup de partenaires qui sont intéressés à accompagner, à vulgariser ces bonnes pratiques. On ne va pas créer la roue, les techniques existent déjà, peut-être qu'on va les améliorer pour les rendre moins coûteuses, pour que les populations puissent en bénéficier. Une telle initiative doit pouvoir mobiliser toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire. Chacun de nous est menacé dans sa région, dans sa localité,
dans son environnement. Nous sommes une école de formation agricole. Nous avons trouvé utile d'être présents à cette cérémonie d'envergure internationale. Le premier aspect d'abord, c'est d'être en contact avec des experts de haut niveau. Nous faisons de la formation, donc la qualité de l'évolution de nos étudiants est important. Et aussi rester en connexion avec toutes ces structures qui interviennent dans le domaine agricole en Afrique. Ces journées africaines de la forêt rassemblent plus de 3000 participants venus de 12 pays d'Afrique et d'Europe. La gestion efficiente des ressources naturelles et agriculture durable, l'accès à l'énergie en milieu rural sont entre autres les domaines d'intervention du REFAC. Et les membres du comité de pilotage du projet RED+ de la ME ont visité des parcelles de 6 hectares reboisées dans le cadre du dit projet à Adzopé. L'objectif principal du projet RED+ de la ME est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet qui a bénéficié d'un financement à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA. Sephora Zegui et Franck Wadio. Pour restaurer son couvert forestier fortement dégradé et contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2011 dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une délégation du comité de pilotage du projet RED+ s'est rendue à Azopé dans la région de la Mé pour y visiter une parcelle de 6 hectares reboisée dans le cadre du contrat de désendettement et de développement conclu entre la Côte d'Ivoire et la France pour la mise en œuvre d'un projet pilote RED+ dans cette région. On s'attaque aux principaux moteurs de la déforestation, mais le but c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie des différentes des populations. Si la parcelle à terme revient au propriétaire, il pourra vendre à terme le bois et donc les revenus pourront lui permettre d'améliorer sa condition de vie. En ce qui concerne l'agriculture zéro déforestation, c'est des appuis conseils. On apporte des intrants dans l'optique d'intensifier le système de production dans le but d'augmenter les rendements. Selon Romuald Vaudry, chef du projet RED+ de la ME, 50 hectares ont été reboisés en 2017 conformément aux prévisions de l'année. Il déplore tout de même le manque d'engouement des populations autour du projet. La difficulté, c'est de trouver des planteurs suffisamment intéressés par la culture de l'arbre. Et puis, il n'y a pas vraiment de prix suffisamment attractif pour que les planteurs soient intéressés par le bois. On a un prix du cacao, on a le prix de l'EVA, on a le prix du café, mais qui connaît le prix du teck? Qui connaît le prix du cédréla? Visite des parcelles, puis réunion annuelle tenue par le comité régional du projet RED+, pour faire le bilan mi-parcours du projet dans la région. Un bilan jugé d'ailleurs satisfaisant selon Parfait Kouadio, conseiller technique du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Il note toutefois quelques efforts à fournir. Les efforts, c'est d'abord poursuivre la sensibilisation. Ils mettent l'accent sur l'entretien des parcelles reboisées. Donc il est important que la population s'approprie un certain nombre d'activités, surtout les activités génératives de revenus que nous allons développer. D'une durée de 3 ans, l'objectif principal du projet RED+ est de reconstituer le couvert forestier ivoirien de 20% d'ici à 2030. Il a bénéficié d'un financement de 1,6 milliard de francs CFA, en partie financé par la France dans le cadre du C2D. Après le projet RED+, financé à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA à Azopé, nous allons parler de la CEDEAO qui planche pour un carburant de qualité. Grâce Kando. Les pays de la CEDEAO veulent réduire le soufre dans le carburant d'ici à 2020. La norme exigée est de 50 parts par million ppm au lieu de 3500 ppm. Le soufre est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé et l'environnement. Les raffineries sont aussi concernées. Elles ont entre 3 et 4 ans pour se conformer à cette décision. Ces pays de la CEDEAO se sont donc retrouvés dans le but d'harmoniser leur point de vue sur la question. Il s'agit pour nous ici de faire en sorte que chaque État, surtout les États qui ont des raffineries, puissent avoir les financements nécessaires pour avoir des équipements aptes à réduire le soufre dans leur gasoil. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, il faut un investissement qui tourne autour de 300 milliards de francs CFA. Et l'atelier recommande de faire le plaidoyer au niveau des États pour que les États se saisissent de ce problème pour arriver au financement tant souhaité. Notre présence ici a permis aujourd'hui de suivre la présentation
d'une étude qui est lancée donc à l'initiative de la CEDEAO, où un consultant a été recruté. Ce consultant va passer en revue toutes les normes et les spécifications au niveau de chaque État membre pour venir à la fin d'ici décembre avec un rapport harmonisé et adopté pour permettre à la CEDEAO d'arriver vers une directive qui va concerner la réduction du taux de soufre à 50 ppm dans le carburant. Les pays de la CEDEAO doivent promouvoir le développement des énergies propres et renouvelables. Encourager les États à poursuivre les efforts en matière de construction des routes font aussi partie des recommandations faites par les participants. En santé, l'actualité se concentre autour de la lutte contre le sida avec ce thème « Défendre la prévention du VIH, plaidoyer pour et par les communautés ». Les acteurs venus du Ghana, du Cameroun, du Nigeria et de la République démocratique du Congo se sont retrouvés à Grand-Bassam. Ce sont des acteurs communautaires qui font de la prévention leur nouvelle priorité de lutte. Serge Koulia. Sous le regard attentif de l'ONU-SIDA et du ministère ivoirien de la Santé, les communautaires renforcent leur bloc contre le virus du sida. La nouvelle mission de ces communautaires ivoiriens, congolais, camerounais, ghanéens et nigérians sera d'influencer les politiques nationales pour une prévention plus efficace. Quand vous avez une personne infectée, vous devez la prendre en charge pour tout le restant de sa vie. Donc il revient moins cher d'investir dans la prévention pour éviter que nous ayons de nouvelles personnes infectées afin d'éviter d'investir dans le traitement antirétroviral. Et pour nous, il est primordial que dans nos pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et surtout en Côte d'Ivoire, la société civile s'engage aux côtés du gouvernement dans l'intensification de la prévention. En Afrique subsaharienne, malgré les progrès, on continue d'enregistrer un nombre important de nouvelles infections. L'engagement des communautaires à cette réunion de Grand-Bassam sonne pour les gouvernants comme un accélérateur dans la course pour l'élimination du sida d'ici à 2030. Les gouvernements jouent déjà un rôle très important à travers tous les financements qu'ils apportent. Également à travers les infrastructures et les ressources humaines qu'ils mettent à disposition. Si on veut avoir les résultats, il faut que la prévention puisse être faite par les organisations de la société civile, par les communautaires en faveur des communautés pour avoir des résultats. Enjeu de la prévention du VIH, identification des lacunes et des défis dans chaque pays, identification des priorités nationales sont quelques-uns des sujets abordés au cours de ce rassemblement de Grand-Bassam. On part dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou où des populations ont été intoxiquées dans le village de Kong 2. C'était le mardi 19 juin dernier. Bilan 13 morts. Informé du drame, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a dépêché le député Joseph Seka Seka pour apporter soutien et compassion aux familles des victimes. Commentaire Godefroy Okambawa. Ce sont des visages encore marqués par le deuil que l'honorable Joseph Seka Seka a constaté à Kong 2 dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou. Le député de cette circonscription est venu traduire aux populations la compassion du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En son nom, l'honorable Joseph Seka Seka a remis une importante somme d'argent pour soutenir les familles endeuillées. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'il a eu l'information, a été très touché. Et pour témoigner sa compassion à la population de Kong 2, nous a envoyé pour saluer les parents et pour leur apporter son soutien, son appui, son aide pour permettre non seulement aux parents qui ont perdu des leurs de procéder aux funérailles, mais aussi permettre à tous les parents qui ont encore des malades à l'hôpital d'assurer leur prise en charge. Le don que vous avez fait, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir à toute la population. Je dis grand merci pour le soutien que le Premier ministre et le député ont fait à toute la population. Je dis bien grand merci. Pour rappel, c'est depuis le mardi 19 juin dernier que le village de Kong 2 est secoué par des morts en cascade. Le bilan actuel fait état de 13 morts, dont 9 enfants et 4 adultes. Les habitants pointent du doigt la consommation d'une bouillie à base d'huile
vendus sur le marché du village. Il y a une femme qui est ici. Il a fait bacan. Tous les jours, il fait bacan. Non, tous on peut boire. Bon, dans ce jour-là, il a fait bacan. Quand il paye bacan pour 5 ans, je n'ai pas fini de boire tout là, mais puis au vent, ça me fait mal. J'ai fait diarrhée beaucoup, mais je n'ai pas fait ça. De l'avis du médecin-chef de Yakassi à Tobrou, Dr Konandi Yao Bonaventure, qui a ausculté les victimes, l'origine des troubles digestifs qui ont occasionné ces pertes en vie humaine n'est pas encore établie. L'analyse des échantillons prélevés à partir de la bouillie et sur les victimes dès les premières heures du drame est toujours en cours. Pour savoir si oui ou non il s'agit d'intoxication alimentaire liée à la consommation de la bouillie, la vendeuse est arrêtée et détenue à la brigade de gendarmerie de la localité pour nécessité d'enquête. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve à 20h. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.